jeunesse de l'ancienne première ministre de l'Ontario, etc. Alors, vous serez entre de très bonnes mains. Rim, je te passe la parole. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce panel, les institutions postsecondaires des lieux au cœur de la mobilité et de l'immigration. Donc, aujourd'hui, la population étudiante internationale apparaît comme un bassin de candidates et de candidats vraiment prometteurs pour la résidence permanente. Toutefois, il y a toujours des défis qui persistent quant à l'arrimage entre la volonté communautaire et la volonté gouvernementale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'installation à long terme de ces étudiantes et des étudiants une fois qu'ils obtiennent leur diplôme ici? Et quelles mesures mettre en place afin de faciliter la transition vers la résidence permanente et réussir leur établissement? Donc, ce panel, ce sera l'occasion d'une part de faire le point sur les barrières existantes à l'accueil et aussi à la rétention d'un plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants internationaux francophones, et d'autre part de réfléchir entre nous à des pistes de solutions et plus particulièrement au rôle des institutions postsecondaires dans ce dossier-là qui est l'immigration francophone. Donc, pour le déroulement du panel aujourd'hui, on va avoir en premier lieu 4 présentations de nos panélistes d'une quinzaine de minutes chacune. Ensuite, on aura une période de questions du public. Donc, ce sera vraiment des questions ouvertes à tout le monde. Vous avez le chat, vous pouvez partager vos questions, soit pour quelqu'un ou pour tout le monde. Ensuite, on passera un petit moment ensemble pour un bref mot de clôture. Donc, à la fin, vous aurez toujours un lien, comme les derniers jours, afin d'aller évaluer le panel pour qu'on puisse améliorer notre expérience. Donc, sans plus tarder, commençons. Je vais commencer par présenter Madame Marie-Ève Forêt, qui est présidente et chercheuse principale chez Sociopol, une firme qui est spécialisée dans la recherche sociale appliquée, le conseil et l'accompagnement de collectifs. Elle est professeure invitée à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. Ses travaux portent sur la francophonie canadienne, l'immigration, la gouvernance démocratique, l'éducation à la citoyenneté et le changement social. Bienvenue. Merci beaucoup, Réem, pour cette présentation. Je suis très contente de parler finalement de ce sujet aujourd'hui. En particulier, donc, la présentation que je vais faire est basée sur une étude que Guillaume Deschamps-Thériault et moi-même avons réalisée, qui portait sur, finalement, l'idée, c'était de faire un portrait vraiment plus général du postsecondaire en français dans la langue de la minorité. Et cela dit, donc, nécessairement, la population étudiante étrangère a fait partie de notre étude. Fait que je voulais juste vous présenter un petit peu le contexte de l'étude, mais je vais insister là, sur nos trouvailles pour ce qui a trait à la population étudiante étrangère. Donc, c'est une étude qui était financée par Patrimoine canadien. Et puis, on est allé chercher des données là, vraiment très larges, donc au niveau quantitatif, comme vous pouvez voir là, sur le PowerPoint, là, donc, il y a plusieurs enquêtes qu'on a mobilisées pour aller chercher des données. Comme vous devez vous en douter, parfois la variable linguistique n'est pas toujours bien colligée, notamment parce qu'à cause du contexte de nos établissements postsecondaires où, par exemple, le campus Saint-Jean est situé au sein d'une grande université anglophone. Donc, on ne fait pas toujours la différence entre l'offre de programmes en français et en anglais. Fait qu'on est allé aussi poser des questions directement à nos établissements pour avoir plus de détails sur leur population étudiante. Puis on a évidemment parlé aussi à des personnes de la haute administration pour mieux comprendre les enjeux. Fait que je vais vous présenter, moi, quelques données plus quantitatives là, des stats pour commencer, puis après ça, quelles conséquences ça a finalement là, pour ce qui est de l'offre de la formation en français au niveau des collèges et des universités. Rim l'a mentionné tantôt, mais je voulais quand même commencer avec cette affirmation-là qui est l'importance finalement que prend la population étudiante étrangère dans le portrait général du postsecondaire. Donc, c'est vraiment, quand on regarde là, comment on peut observer une croissance du postsecondaire, bien souvent, il faut attribuer ça à l'augmentation de la population étudiante étrangère au sein
de l'ensemble des établissements là, au Canada. Disons que c'est des moyennes, là, mais en général, c'est ça qu'on observe. Et puis, comment ça se passe finalement, ce portrait-là, dans le cadre des collèges et des universités de la francophonie? Bien là, ce tableau-ci porte plus spécifiquement sur les universités. Alors nous, on est allé regarder pour 17 universités qui offraient de la formation en français. C'est pas mal, là, pour ceux qui connaissent l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, c'est pas mal leurs membres. Là. Puis là, j'ai gardé là, des données plus larges dans ce tableau-là, mais ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui, c'est qu'il y a environ 15 un peu plus de 15 finalement de la population étudiante qui a le statut d'étudiant international dans nos établissements. Et on peut voir que ça, c'est un petit peu plus faible que ce qui se passe au Canada en général. Mais ce n'est pas une différence si grande, sauf qu'on va voir tantôt que ça a des conséquences quand même importantes, cette différence-là. Maintenant, ça, c'est le détail là, pour chacun des établissements. Il y a des établissements pour lesquels on n'avait pas les données précises, mais pour ce qu'on peut voir quand même, encore une fois, ici, là, un élément sur lequel j'aimerais apporter l'attention, c'est qu'il y a des établissements où c'est très élevé. Finalement, la proportion, par exemple, à l'Université de Hearst, il y a quand même une population étudiante étrangère importante, mais dans les unités académiques de l'Ouest, comme le campus Saint-Jean, en Saskatchewan, la Cité universitaire francophone, le campus Saint-Jean en Alberta et le BAF en Colombie-Britannique. Donc, on est vraiment chaque fois à moins de 5 pour des raisons de recrutement, mais aussi pour des raisons, des fois, qu'il n'y a pas de place tant que ça là, dans les programmes. Là. Maintenant, si on regarde un peu le portrait des collèges, là, la situation est plus différente là, si on compare ce qui est offert en français puis ce qui se passe finalement au Canada. Parce que, comme on peut le voir, là, on est à 12 de population étudiante étrangère seulement dans les collèges qui offrent la formation en français, alors qu'on est à plus de 20 Ça, c'est les données là, que je vous présente depuis tantôt, c'est 2018-2019. Je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même assez récent, donc ça fait juste quelques années. Puis après, il y a eu la COVID qui est venue probablement brasser un petit peu les choses, mais ça continue d'être important sur la population étudiante étrangère malgré tout. Encore une fois, on peut voir des disparités très, très importantes entre différents établissements. Ici, là, l'Université Saint-Boniface, mais dans ses programmes collégiaux, là ici, il y a des universités qui sont là, mais c'est parce qu'elles offrent aussi des programmes collégiaux. Donc, ils ont 60 de leur population qui a le statut d'étudiant international, mais il n'y en a pas du tout, par exemple, au Collège Éducacentre ou au Collège Nordique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour le postsecondaire de manière générale? Mais pourquoi on s'en préoccupe, là, c'est vraiment en premier lieu, mais ce n'est pas en premier lieu, mais souvent, ce qu'on va dire, là, c'est que ça a des conséquences financières très importantes. Parce que, globalement, là, comment le financement du postsecondaire a évolué dans les dernières années, ça fait en sorte que la part des revenus qui proviennent des inscriptions est plus importante qu'elle l'était. Elle a augmenté d'à peu près 5 dans les 10 dernières années, si on veut. Cette part-là, ça veut dire que, dans le fond, la part des revenus des gouvernements provinciaux en particulier, elle a diminué dans les dernières années. Et puis, on est plus dépendant, les établissements postsecondaires sont plus dépendants des revenus des inscriptions. Et dans ça, on peut constater qu'il y a eu une augmentation très, très importante comme on a dit tantôt, l'essentiel de la croissance des inscriptions est associé à la population étudiante étrangère. Fait qu'on peut imaginer que les établissements qui bénéficient moins d'inscriptions de la part de cette population-là ont des enjeux financiers plus importants. Okay? Alors, nos établissements à nous, donc, bénéficient de moins de ressources financières parce qu'ils accueillent moins d'étudiants étrangers. C'est vraiment dommage d'associer des étudiants à toute cette dynamique-là économique, mais c'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Il y a une plus grande compétition entre les établissements, puis là, les établissements qui offrent de la formation en français, finalement, sont désavantagés à certains égards. Ça a aussi une conséquence au niveau de la démographie des communautés francophones. Puis ça aussi, Rim en a parlé tantôt, c'est que de plus en plus, au Canada, la migration se fait en 2 étapes.
Alors, les personnes arrivent d'abord avec un statut de résidence temporaire, soit comme travailleurs étrangers, soit comme étudiants étrangers, puis après ça, bien, ils vont chercher leur résidence permanente. Et là, si on a moins d'étudiants étrangers qui étudient en français, bien là, encore une fois, ça veut dire qu'il y a un déficit démographique qui se produit pour les communautés francophones à court, à moyen et à long terme. Et tout ça doit être compris aussi là, dans une optique où il y a comme un... je vous ai montré les statistiques pour 2018-19, mais ce que j'aurais dû vous dire aussi, c'est qu'il y a un retard historique, c'est-à-dire qu'on a eu quand même un rattrapage récent au niveau des inscriptions de population étudiante étrangère, mais si on regardait là, tout ce portrait-là des 20 dernières années, on verrait qu'il y a une différence aussi en termes de pourcentage encore plus grand, mettons, dans les inscriptions d'il y a 10 ans, par exemple. Alors, c'est ça. Fait que ça a des conséquences au niveau de la démographie et financière en 18-19, mais aussi, qu'on peut reculer, qui ont des conséquences historiques, là. Des incidences, si on veut, historiques. Et une autre manière de présenter ça, c'est de regarder la proportion de francophones puis la proportion de personnes qui étudient en français. Fait que si on regarde dans le recensement de 2016, là, on s'entend que les données commencent à dater, mais il y avait 3,8 % des personnes qui avaient entre 15 et 65 ans, qui est comme une population là, qui peut étudier en français, mais on avait seulement environ 2 % de la formation qui était offerte en français à l'extérieur du Québec. Fait qu'on peut voir ici, puis là, on ne prend même pas en considération tout le potentiel de la clientèle liée aux francophiles, donc les personnes qui proviennent de l'immersion, par exemple. Mais cette dynamique-là permet de comprendre, en tout cas, tous les enjeux démographiques qui se rapportent à l'éducation postsecondaire en français, puis de ramener ça à la population étudiante étrangère, combiné au déficit démographique qui existe déjà, pas démographique, mais de l'offre. Ça devient décuplé, si on veut, les enjeux démographiques. Et puis, évidemment, en dernier lieu, donc, il y a la question de l'accueil et de l'inclusion de la population étudiante internationale. Donc, est-ce qu'on s'est donné les moyens d'avoir une stratégie pour favoriser cet accueil-là, pour faire en sorte que les personnes qu'on souhaite inclure dans nos établissements sont aussi bien accueillis dans les communautés francophones? Est-ce que les ponts sont faits au maximum? On va voir tantôt là, avec les autres présentations qu'il y a du travail à faire dans ces dynamiques-là, mais disons que ça a une incidence quand même importante là, en lien avec l'accueil et l'inclusion qui n'est pas pour l'instant prise en charge de manière large et stratégique au niveau pan-canadien. Excusez-moi, ça c'est une... Je pense que je suis allée... En tout cas, il y a une diapositive, excusez-moi, j'ai changé mes diapositives juste avant de commencer ma présentation, mais je voulais vous montrer aussi une dernière diapositive en lien avec le financement. C'est que quand on a regardé, nous, tantôt, je vous ai montré là, le fait qu'il y avait un écart au niveau de l'offre en français, donc il y a à peu près seulement 2 % de l'offre de formation qui est faite en français, alors que 3,8 % de francophones. Bien, quand on fait cet examen-là au niveau des dépenses universitaires, bien, on peut voir aussi un déficit au niveau des dépenses universitaires qui sont faites dans l'éducation en français. Encore une fois, quand on ajoute toute la dynamique de la population étudiante étrangère, ça augmente, si on veut, ces enjeux-là. Alors voilà, j'ai terminé ma présentation. Puis donc, c'est ça, l'idée dans tout ce portrait-là, ce qu'on peut retenir, c'est les 3 conséquences, comme j'ai nommé, là, donc le fait que ça a des incidences financières, démographiques et au niveau de l'accueil et de l'inclusion du postsecondaire. Le fait qu'il y ait un déficit, si on veut, d'étudiants étrangers dans nos établissements. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour votre présentation. C'était vraiment bien de voir tous ces chiffres mis à jour depuis ces dernières années.
On va maintenant passer à M. Martin Normand, qui est le directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, et ce depuis février dernier, de février 2021. Auparavant, il était stagiaire postdoctoral à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, où il a coordonné le groupe de recherche interdisciplinaire sur les pratiques d'offres actives de services en français. Il a aussi un doctorat en sciences politiques de l'Université de Montréal. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Super. Parfait. Merci beaucoup, Rim. Merci beaucoup, Marie-Ève, aussi pour la présentation des données démographiques tout juste avant. Donc, je vais vous parler de la perspective vraiment des établissements dans ce cas-ci, en prenant comme point de départ les établissements et les défis et les contributions que nos établissements rencontrent quand vient le temps de composer, de traiter ou de faire la promotion des études en français au Canada auprès d'une clientèle étrangère. Parce que le Canada, dans les dernières années, a mis en place des politiques qui misent sur le recrutement et l'accueil de la clientèle internationale comme une source d'immigration, notamment parce que les diplômés des établissements postsecondaires ont un potentiel d'intégration économique et sociale très élevé. Et ça, évidemment, c'est tout aussi vrai pour la clientèle qui fréquente les établissements francophones en contexte minoritaire. D'autant plus que ce bassin-là peut constituer un apport substantiel à la vitalité des communautés. Là, je crois qu'on me dit que vous ne voyez pas ma présentation. Est-ce que vous la voyez maintenant? Oui. Oui, bon, parfait, merci. Désolé pour ça. Donc, c'est là que se situe la porte d'entrée pour vraiment comprendre le rôle ou en quoi les établissements postsecondaires ont un rôle à jouer en matière d'immigration francophone. Et donc, c'est pour cette raison que je vais vous faire cette présentation-là en 4 temps. D'abord, quelques éléments de contexte pour ensuite passer à 3 moments ou 3 types d'interventions que nos établissements postsecondaires font à l'égard des établissements, des étudiants internationaux. Donc, le moment autour du recrutement et jusqu'à l'inscription, le moment où la période de fréquentation des étudiants dans les établissements et finalement la période de transition vers l'établissement dans les communautés. Donc, quelques éléments de contexte pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. L'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne regroupe les 22 collèges et universités francophones ou bilingues qui sont situés dans 8 provinces canadiennes. Et notre plan stratégique prévoit l'intervention de la CEFC pour encourager le développement d'initiatives structurantes qui favorisent le recrutement et la formation d'une clientèle internationale. Vous avez la carte là, de nos établissements. Vous pouvez la retrouver là, facilement sur notre site web. Et donc, notre action internationale s'articule principalement autour de 3 volets. Le premier, c'est le positionnement de notre réseau d'établissements sur les marchés et auprès de partenaires potentiels. Il y a aussi la participation à des activités de recrutement qui ciblent une clientèle internationale et finalement, la sensibilisation des institutions fédérales qui ont des mandats internationaux à la réalité de notre réseau d'établissements. Donc, pour mieux nous appuyer, on a commandé il y a 2 ans déjà de ça une étude qui est disponible sur notre site web qui décrit l'approche du cycle de vie des étudiants internationaux. Et c'est un peu ça que je vais reprendre aujourd'hui. Il y a un cycle qui comprend 6 étapes ou 6 périodes. Il y a toutes sortes d'acteurs qui sont interpellés, évidemment les étudiants eux-mêmes, les établissements, les fournisseurs de services et les gouvernements. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le rôle des établissements à ces étapes-là, mais surtout pour les 5 premières, c'est-à-dire le recrutement, l'orientation et le succès scolaire et finalement la transition, donc avant l'établissement dans la communauté. Donc, pour ce qui est du recrutement, du moment du recrutement jusqu'à l'inscription, c'est un moment qui est parsemé d'embûches pour nos établissements et pour les étudiants. Et là, je veux camper mes propos sur ce premier moment dans un enjeu assez particulier, c'est celui de l'acceptation des demandes de permis d'études. Dans les derniers mois, on est intervenu à plusieurs reprises pour rappeler que notre réseau d'établissements compose avec un taux de refus très élevé des demandes de permis d'études d'étudiants internationaux francophones, principalement ceux provenant de pays africains. Et ça, on le voit depuis une 15aine d'années, parce qu'il y a des établissements qui, oui, ont une tradition plus longue de recrutement à l'international, d'autres qui ont commencé ça de façon plus récente. Mais il y a un moment, c'est-à-dire autour de 2006,
où Citoyenneté, le ministère de Citoyenneté et de l'Immigration à l'époque avait développé des programmes pour appuyer les établissements dans leur recrutement à l'international. Et ça s'inscrivait dans les activités qui étaient liées au plan stratégique visant à favoriser l'immigration au sein des communautés. Mais rapidement, nos établissements ont été confrontés à un problème. Malgré qu'ils recevaient du financement pour faire ces activités de recrutement-là, beaucoup des étudiants recrutés durant ces activités à qui ils faisaient une offre d'admission se voyaient refuser leur permis d'études au Canada. Donc, en ce moment, on a un portrait partiel de la situation, mais si on le généralise, on peut dire que le taux de refus d'un permis d'études à des candidats francophones qui proviennent de pays africains oscille autour de 80 % dans la plupart des établissements membres qui recrutent à l'international. Et un des points contentieux dans l'évaluation des demandes de permis d'études, c'est la possibilité de rester ou l'intention de rester au Canada à la fin des études. Donc, tant notre association que les établissements sont encouragés par IRCC à promouvoir auprès de la clientèle internationale la possibilité de rester au Canada à la fin des études, de faire une demande de résidence permanente à la fin de leurs études, notamment, bien évidemment, pour combler des besoins en main-d'œuvre, mais aussi pour atteindre la cible fixée en matière d'immigration francophone. Mais une des raisons qui est fréquemment utilisée pour rejeter les demandes de permis d'études, c'est que la personne qui a fait la demande n'a pas réussi à convaincre un agent par son dossier qu'elle a l'intention de quitter le Canada à la fin de son séjour. Donc, vous comprendrez là, que l'utilisation répétée de cette raison pour refuser des permis d'études n'est pas du tout cohérente avec le message qu'on nous demande de véhiculer à l'étranger. Mais il y a un autre facteur qui s'ajoute dans le cas de notre réseau d'établissements, c'est qu'ils sont peu connus au sein de l'appareil public, contrairement aux établissements francophones du Québec. Et donc là, on nous a rapporté quelques témoignages à l'effet que notamment des demandes de permis d'études auraient été refusées parce que l'agent qui évaluait le dossier trouvait que le fait de vouloir étudier en français à l'extérieur du Québec ne constituait pas un parcours légitime, ou encore que des employés d'IRCC aient encouragé des candidats à revoir leur projet d'études pour soumettre un projet dans lequel ils étudiaient dans un établissement au Québec plutôt que celui qu'ils avaient sélectionné dans la francophonie canadienne. Et bien évidemment, pour nous, c'est un désavantage très important. Et on pense que c'est la méconnaissance vraiment de nos établissements et de nos communautés qui est au cœur de ce problème. C'est pour ça qu'en ce moment, on travaille à mieux faire connaître notre réseau auprès du personnel, notamment d'IRCC et d'Affaires mondiales, parce qu'Affaires mondiales a aussi un rôle à jouer dans cette histoire, tant au Canada qu'au sein des ambassades du Canada à l'étranger. Et donc, on a développé avec eux diverses initiatives de promotion. Par exemple, on a développé avec IRCC un webinaire pour présenter les occasions d'étudier dans la francophonie canadienne. Donc, jusqu'à présent, on a donné ce webinaire-là au Sénégal, au Maghreb, en Chine. On va le donner dans les prochaines semaines aux Émirats arabes unis, en Afrique de l'Est, en Autriche, en Côte d'Ivoire, et dans les prochains mois, en Italie, en Afrique du Sud et en Amérique latine. Donc, comme tout est en virtuel, l'investissement en temps est minime pour nous et c'est peu risqué de faire des présentations dans des marchés moins traditionnels. Donc, ça peut être intéressant. Un autre exemple, c'est une campagne de promotion qui roule en ce moment et qui a été lancée par Édu-Canada. C'est la deuxième édition de cette campagne qui vise principalement la France, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, on a conseillé Édu-Canada dans le développement des messages et dans le contenu du site Web qui présente les occasions d'étudier au Canada. Et là, il y a toutes sortes de messages et les différents programmes qui sont offerts par nos établissements qui sont colligés sur un site Web d'Édu-Canada. Et donc, ces occasions-là nous permettent, oui, de faire de la promotion à l'international, mais nous permettent aussi de mieux faire connaître notre réseau d'établissements au sein de l'appareil fédéral, parce qu'on profite des occasions d'organisation de ces activités-là pour discuter des défis de nos établissements avec des équipes comme celle de l'engagement avec les partenaires à IRCC ou encore du Bureau de l'éducation internationale à Affaires mondiales. Donc, on a renforcé et multiplié les occasions de dialogue avec ces équipes. Et c'est comme ça qu'on peut contourner une des sources du problème, celle de la méconnaissance de notre réseau. Mais il y a beaucoup d'autres dimensions à ce problème, les causes sont multiples et plusieurs des solutions sont du ressort du gouvernement. Passons à la période suivante, celle de la fréquentation de nos établissements. Et donc, il y a beaucoup de services qui sont offerts par nos établissements. Il y a de l'appui pré-départ, des services d'orientation et d'intégration. Je vous épargne toute la liste. Isabelle qui me suit va en présenter dans le cadre du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Et donc,
c'est une contribution importante des établissements pour essayer de retenir la clientèle jusqu'à la fin de leur parcours d'études dans l'espoir de les voir s'installer au Canada. Mais dans l'étude, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un faible taux d'utilisation de certains de ces services-là par la clientèle internationale pour 4 raisons principales. D'abord, il y a une méconnaissance des services offerts. C'est la principale raison qui est citée par les répondants pour ne pas avoir utilisé les services. Il peut y avoir des problèmes de communication dans la fréquence ou dans la nature ou dans les moyens de communication qui sont privilégiés. Il peut y avoir parfois une inadéquation entre les services et les besoins. Donc, peut-être certains besoins qui ne sont pas tout à fait bien comblés par les établissements. Question de l'accès aux bourses, du soutien financier, de l'accès aux programmes d'emploi, la formation en anglais. On pourrait peut-être y revenir là, plus tard dans la période de questions, mais la formation en anglais aussi est un enjeu. Et il y a aussi des considérations culturelles pour lesquelles des étudiants internationaux pourraient être réticents à demander de l'aide, soit pour des considérations culturelles ou parce que les approches retenues ne leur paraissent pas adéquates. Et dans certains cas, ils vont préférer avoir recours à des réseaux d'appui informels. Donc, l'étude démontre qu'il y a des barrières systémiques auxquelles les étudiants internationaux doivent faire face. On fait quelques recommandations et plusieurs établissements agissent déjà pour améliorer leurs services, de façon à ce qu'il y ait des relations qui s'établissent et qui sont considérés comme étant le facteur clé d'une intégration réussie. Donc, c'est pour ça qu'il faut imaginer une approche plus systémique, plus cohérente entre les différentes parties prenantes pour appuyer le parcours des étudiants internationaux francophones. Mais est-ce que ça vaut la peine tout ce travail-là dans les établissements? Donc, pour terminer, je veux laisser sur quelques statistiques. Par exemple, dans l'étude, on apprend que 91% des répondants à l'enquête ont l'intention de chercher un emploi au Canada après avoir terminé leur programme d'études, ce qui est significatif. 62% des étudiants diplômés affirment que l'appui reçu par leur établissement a contribué à la décision de rester au Canada. Donc, il y a un travail à continuer à faire là. Il y a 92% des répondants diplômés qui ont répondu au questionnaire, qui habitaient toujours au Canada après avoir terminé leurs études. Donc, quand on dit qu'il y a un bassin important, c'est presque la totalité de ce bassin-là qui souhaite rester au Canada et qui le fait effectivement. Et dans plus de la moitié des cas, non seulement ils restent au Canada, mais ils restent dans la région où ils ont étudié. Donc, c'est un bassin important de candidature potentielle à la résidence permanente, mais encore faut-il que les interventions gouvernementales prennent en compte ce bassin-là et que les ressources nécessaires pour assurer cette transition soient suffisantes. Il y a différentes voies pour assurer la transition. Il y a le programme de permis de travail post-diplôme. Je vous épargne tous les détails, mais dans plusieurs établissements, il y a des services offerts aux étudiants pour se prévaloir de ce programme-là. Une autre voie, c'est une voie temporaire qui avait été ouverte l'année dernière, en 2021, pour faciliter la transition de la résidence temporaire à la résidence permanente. Et dans ce cas-là, les étudiants étrangers diplômés d'un établissement d'enseignement étaient éligibles. Donc ça, ce programme-là, on en a fait la promotion auprès de nos membres. Mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans ces deux voies-là, les délais de traitement sont assez importants. Les établissements postsecondaires consacrent beaucoup de ressources à faire en sorte que leurs diplômés disposent des compétences requises pour rester au Canada et combler des besoins criants en main-d'œuvre. Il ne faudrait pas que ces efforts-là soient en vain si les délais de traitement nuisent au projet des diplômés de rester au Canada. Donc, le dernier message sur lequel je vous laisse pour conclure, c'est que les contributions potentielles des établissements postsecondaires à l'immigration francophone sont importantes. Ils dévouent beaucoup de temps et d'efforts à recruter, accueillir, former, retenir et accompagner les étudiants vers la transition vers l'établissement dans les communautés. Ils doivent encore composer avec de nombreux défis. Plusieurs relèvent de leur champ d'action, mais parfois leurs capacités sont limitées, ce qui peut être un frein à l'amélioration ou à l'innovation. Mais il y a aussi d'autres défis qui relèvent des instances gouvernementales fédérales qui doivent être interpellées et encouragées à adopter diverses mesures positives qui visent à appuyer les établissements postsecondaires dans leurs efforts de contribuer directement à l'accroissement de l'immigration francophone. Merci beaucoup. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Martin Normand, pour cette présentation. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat. J'inviterai tout le monde qui nous regarde à poser leurs questions dans la section Q&A et on reviendra plus tard pour approfondir certains points. Maintenant, je vais céder la parole à Madame Isabelle Aubertin-Ribera,
qui est arrivée au Nouveau-Brunswick en 2014, qui est originaire de la France, et depuis 2018, elle est agente de soutien à l'accueil et à l'intégration des étudiants internationaux au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick au campus de Bathurst. J'ai déjà été à Bathurst. Elle s'est aussi impliquée au niveau communautaire en tant que bénévole et membre du conseil d'administration de l'association multiculturelle Région Chaleur. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Rim. Et puis, merci surtout de me laisser l'opportunité de pouvoir parler de mon travail, qui est plus un travail de terrain par rapport à mes collègues. Donc, je suis Isabelle Aubertin et je suis agente de soutien à l'accueil et l'intégration des étudiantes et étudiants internationaux au campus de Bathurst, qui est un collège situé au Nouveau-Brunswick. Au cours de cette présentation, je vais vous détailler les services offerts à nos étudiantes et étudiants internationaux, particulièrement dans mon campus, mais c'est valable pour les 5 campus que nous avons au Nouveau-Brunswick. Et nous offrons ces services à tous nos étudiants. Ici, vous voyez le parcours complet de nos étudiants internationaux. À toutes ces étapes, les différents services du CCNB sont présents pour leur permettre d'acquérir des compétences académiques, professionnelles, mais aussi personnelles, qui leur permettront d'être mieux préparés à l'étape suivante, qui sera l'intégration dans le milieu du travail. Il est évident qu'un étudiant qui aura vécu une bonne expérience académique et aura reçu toute l'information nécessaire pour connaître le nouveau milieu de vie culturelle et professionnelle dans lequel il va poursuivre son parcours, mettra toutes les chances de son côté pour se trouver un emploi, ce qui est la condition principale pour pouvoir garder ses futurs travailleurs dans notre province. Au CCNB, nous leur offrons du soutien avant, pendant, mais aussi après leur diplomation, puisque dans un premier temps, nous les accompagnons dans leur demande de permis de travail post-diplôme, ce qui leur permet de changer de statut d'étudiant à celui de travailleur temporaire, et ainsi de pouvoir acquérir une autre ou une première expérience professionnelle canadienne. Et dans un second temps, nous leur proposons les services d'une consultante en immigration qui leur offrira du soutien dans la recherche du meilleur programme de résidence permanente, qui sera l'étape suivante pour leur rétention. Ici, on voit bien l'évolution de fréquentation du CCNB par les étudiants internationaux. Cette comparaison nous permet non seulement de constater l'évolution du nombre des étudiants internationaux, mais aussi de voir qu'ils étaient auparavant concentrés surtout dans la région de Moncton, Dieppe, mais depuis quelques années, grâce au travail du CCNB, nos étudiants internationaux sont maintenant partout dans les régions francophones du Nord-Est. Cela apporte de nouvelles réalités auxquelles les communautés ont dû s'adapter rapidement, comme les logements, les emplois, les stages, les transports en commun. Nous travaillons fort à renforcer nos partenariats et à en créer des nouveaux afin de faire face à ces nouveaux défis. Pour l'année collégiale 2021-2022, nous comptons entre les étudiants de première et deuxième année un total général de 233 étudiants internationaux au campus de Bathurst, 44 au campus de Campbellton, 218 au campus de Dieppe, 136 au campus de Edmundston et 38 dans la péninsule acadienne, qui comprend les campus de Caraquet et Shippagan. Nous avons offert une rentrée en janvier 2022. Nous avons donc eu de nouvelles inscriptions, ce qui explique la différence du nombre d'étudiants sur la diapositive et la réalité à cette date. Nous voyons aussi à l'écran la liste des services offerts à tous les étudiants internationaux. Je vais en parler un peu plus dans le détail dans les prochaines diapositives. Il est primordial pour nous, CCNB, que nos étudiants internationaux puissent vivre une expérience collégiale dans les meilleures conditions possibles. Et de ce fait, notre service de soutien à l'accueil et l'intégration a élargi au fil des années son panel de services. Notre service offre du soutien dès l'admission, avec une prise de contact pour que le futur étudiant ait un interlocuteur privilégié et l'aide à se diriger parmi les différents services, un suivi de leur démarche d'immigration, des présentations webinaires pour les préparer à leur arrivée au Canada et à leur future vie d'étudiantes et étudiants internationaux, jusqu'à leur graduation. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les autres secteurs des campus afin de diversifier nos services. Notre service se décompose en 3 axes principaux qui sont l'accueil, l'intégration et la rétention.
En ce qui concerne l'accueil, nous faisons par exemple la promotion du service Accueil Plus, qui est offert à l'aéroport de Montréal et qui permet à l'étudiant d'avoir un parcours simplifié et plus rapide auprès des agents frontaliers. Nous avons aussi un système de réservation qui nous permet d'être présents à leur point d'arrivée au Nouveau-Brunswick et de les accompagner à leur logement. Nous programmons aussi de faire l'épicerie avec eux, leur faire visiter la ville dans laquelle ils vont vivre, leur montrer les services disponibles dont ils auront besoin sans doute pendant leur séjour, comme la mairie, les bibliothèques, les associations, Travail NB, etc. Nous les aidons également dans leur demande d'assurance maladie de la province, demande de numéro NAS, ouverture de compte bancaire, bref, toutes les démarches légales avec lesquelles ils ne sont pas familiers. Tout au long de leur année collégiale, nous allons aussi leur offrir divers ateliers et webinaires pour les familiariser avec leur nouveau cadre de vie, que ce soit de façon personnelle ou professionnelle. Nous faisons souvent appel à des intervenants extérieurs qui sont compétents dans leur domaine, comme par exemple la police, les pompiers, les services d'immigration, les services publics comme les bibliothèques, et nous promouvons toutes les activités pertinentes de nos partenaires pour notre population étudiante. Nous mettons beaucoup l'accent sur l'adaptation culturelle et l'employabilité, qui sont très importants pour bien vivre une immigration, particulièrement pour pouvoir s'intégrer et rester dans notre province, ce qui est une réalité de plus en plus présente. La province plaît à beaucoup de nos étudiants internationaux et le principal défi reste l'emploi. Évidemment, nous sommes présents tout au long de l'année pour aider nos étudiants dans leurs différentes démarches d'immigration. Cela peut être un renouvellement de permis d'études ou de visa, une demande de permis de travail stage coop, bref, toute démarche liée à leur statut de résident temporaire. Nous avons 2 conseillers réglementés en immigration pour nous aider dans cette tâche. Lorsque nos étudiants obtiennent leur diplôme, ils deviennent admissibles à demander un permis de travail post-diplôme, ce qui leur permet de rester au Canada en tant que travailleurs temporaires et ainsi d'acquérir une première ou une autre expérience professionnelle canadienne. Parmi les différents webinaires que nous offrons tout au long de leur année collégiale, il y a aussi des ateliers d'information sur les programmes de résidence permanente offerts par les services de l'immigration, ainsi que par la province du Nouveau-Brunswick dans laquelle on se trouve. Comme vous pouvez le constater, nous avons 365 étudiants internationaux répartis dans les 5 campus qui ont terminé et réussi leur programme en juin 2021. Ils représentent près de 45% de nos diplômés au campus de Bathurst pour l'année 2021. Nous en avions eu 286 en 2020 et 136 en 2019 sur l'ensemble des 5 campus. De plus en plus de nos étudiants internationaux choisissent de s'établir en permanence au Nouveau-Brunswick après leurs études, ce qui est une excellente chose pour notre province. Ici, on remarque les familles de programmes ayant le plus de succès au CCNB. Les principales familles dont nos étudiants sont diplômés sont celles avec un fort besoin d'employés dans notre province, comme l'administration, qui correspond à 40% de nos diplômés internationaux, la santé et l'informatique, plus de 15% pour ces 2 familles, mais aussi dans le domaine des métiers comme l'industrie, la mécanique et entretien, le bâtiment et génie, entre autres, qui eux représentent plus de 22% de nos diplômés pour l'année 2021. Pour toutes ces raisons, le CCNB et notre service de soutien à l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux continuent d'évoluer dans l'offre de ces services afin de représenter les réalités des besoins de notre province et d'ainsi offrir toutes les chances à nos étudiants internationaux de pouvoir concrétiser leur désir de s'installer à long terme dans la province. Dans ce sens, nous travaillons à offrir plus de représentations à nos étudiants avant leur arrivée pour les informer au mieux des réalités de leur future vie d'étudiants au Nouveau-Brunswick. Nous allons aussi élargir notre soutien au niveau de l'immigration en travaillant sur les demandes de permis d'études depuis l'extérieur du Canada. Et d'autres secteurs travaillent fort aussi sur l'élargissement de ces collaborations avec tous les partenaires cibles dans l'élaboration de stratégies pour la rétention. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est toujours très inspirant de voir des chiffres et des réalités qui proviennent des petites communautés.
On va passer maintenant à la dernière et non la moindre présentation. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Chedli Belkhoja, qui est professeur à l'École des affaires publiques communautaires de l'Université Concordia. Ses recherches portent sur les questions de l'immigration dans les villes de taille moyenne, dans les régions de faible immigration, et des discours et des représentations de la diversité culturelle, religieuse et ethnique. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci de m'avoir invité pour cet atelier. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la réalité peut-être de… En fait, j'avais un peu réfléchi à quel titre donner à ma présentation et je me suis dit finalement à quel point la réalité a changé. J'avais envie plutôt de prendre un peu de recul et de vous présenter quelques résultats de recherche que j'ai menés, mais de les présenter un peu comme des enseignements, des choses en fait qui ressortent et qui me semblent vraiment intéressantes à examiner quand on pense surtout à la relation entre les universités et l'environnement, ce qu'il y a autour. Je pars du principe que pendant longtemps, l'étudiant étranger a été confiné un peu à un espace qui est l'université, qui est le campus, hein. Et petit à petit, on a pu voir en fait cet étudiant-là être beaucoup plus visible dans des milieux parce qu'il y a eu toutes sortes de choses qui ont changé aussi en termes de politique d'immigration, en termes de, on a parlé de recrutement, en termes de contexte économique des universités. Donc, la croissance en fait du nombre d'étudiants et la transformation des politiques expliquent que la réalité a tellement changé, qu'on pense à permis de travail, aux questions de l'emploi, questions d'immigration. Pendant longtemps, même le mot immigration ne rimait pas du tout avec étudiants. On voyait ça vraiment de façon extrêmement séparée. Donc, d'ailleurs, c'était vraiment très, très différent. On parlait d'immigration, on parlait d'études et on ne croisait pas du tout ces espaces-là, ce qui est quand même bien différent aujourd'hui. Alors, je vais essayer de… Pardon, ça va vite, ça. Donc, vous voyez, ma recherche analysait la dynamique de l'université et son environnement, interne, externe, et c'est ce qu'on a entendu déjà. Je crois que c'est important de voir qu'au niveau interne, il s'est produit énormément de choses aussi depuis une vingtaine d'années au sein des universités, quand on pense surtout services d'accompagnement, acceptation de la diversité sur les campus. Ce que je trouve toujours fascinant dans ce que j'ai fait, c'était de voir que les campus étaient des espaces de diversité. Sur ces campus, il y avait beaucoup de diversité et dans les villes où étaient situés ces campus, il y avait beaucoup moins de diversité. Donc, le campus devenait un laboratoire de la diversité, que ce soit accommodement religieux, accommodement au niveau de la diversité. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'intérieur des campus et ça a souvent été des demandes faites par des associations étudiantes, par des regroupements étudiants qui demandaient donc plus de diversité. Mais il y a eu aussi mon lot de volets qui est l'externe. Alors, lier l'université à son environnement, pour moi, ça s'inscrit dans toutes sortes de travaux super intéressants, donc les transformations spatiales, le rôle des universités dans la dynamique des villes, même dans des plus petites villes. Je pense aux travaux de Martha Radich, une prof à Dalhousie, qui s'intéresse par exemple aux bibliothèques, hein, l'espace bibliothèque dans des villes, dans des plus petites villes. C'est un peu comme l'espace campus universitaire. Donc, comment finalement, donc là, il y a la question spatiale, il y a la question, on va dire, structurelle, mais il y a aussi quelque chose qui a beaucoup changé, c'est la façon dont on perçoit finalement l'apport des étudiants internationaux à la société d'accueil. Pendant longtemps, c'est quelque chose qui ne se discutait pas trop. Et maintenant, c'est beaucoup plus présent aussi dans le discours. Donc, je ne sais pas pourquoi ça bouge. Donc, 4 grandes balises. Je vais peut-être passer rapidement là-dessus parce que le temps presse, mais vous voyez, on inscrit, donc tout ce travail sur les étudiants, à mon avis, s'inscrit dans il faut parler quand même de grandes tendances. Donc, la mobilité, le fait aussi que l'immigration au Canada, c'est une question qui s'est beaucoup aussi complexifiée par des dynamiques de répartition de l'immigration dans des provinces, dans des villes,
la régionalisation. Donc, tout ça fait en sorte qu'on parle beaucoup plus d'immigration, de mobilité migrante dans toutes les provinces canadiennes aujourd'hui, que ce soit travailleurs temporaires, étudiants étrangers. Le rôle des universités, comme je l'ai dit, une évolution de la gestion de la diversité à l'accompagnement même de candidats à l'immigration, ce qu'on entend beaucoup dans les présentations, et finalement l'accueil et l'intégration de ces étudiants à des communautés. Donc là aussi, on parle, il y a des travaux importants, ma collègue Victoria Esses qui avait développé des indicateurs autour des communautés accueillantes. Donc en fait, comment les communautés réagissent à des nouvelles populations immigrantes, et ça provoque aussi donc des stratégies au niveau de l'accueil et de l'intégration. Je n'arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi mon... Excusez-moi, mais... Donc, je vais vous présenter quelques enseignements et puis on va essayer, juste je les lance comme ça et puis je pense que ça résonne bien avec ce qui a été dit. Donc, je dirais un premier travail, vous voyez, qui remonte à il y a longtemps et ça a toujours été des travaux en collaboration. Pour moi, c'était très important. J'ai souvent collaboré avec d'autres personnes qui m'ont amené beaucoup aussi en termes d'enseignement. Avec Michel Vatz-Laroussi, vous voyez, une première étude à la fin en 2008-2011 sur 4 universités francophones. Qu'est-ce qu'on avait pu retenir de ça? Déjà, je me disais, et on l'a dit aujourd'hui, on parlait vraiment d'essayer de comprendre un peu cet écosystème d'un plus petit campus. Qu'est-ce qui se passe dans les plus petites universités en termes de recrutement, en termes d'intégration et en termes de rétention? Et c'est un travail que j'avais donc commencé durant les années 2000. Pardon, c'est... J'avais commencé dans les années 2000 et un des premiers, une image que je voulais vous présenter, c'est l'importance donc de cette espèce de déconnexion qu'on a pu voir au début entre les universités ou l'université et les communautés. Et je dirais que en étudiant plusieurs réalités, plusieurs campus, on a pu voir vraiment des différences intéressantes. Certains campus sont peut-être plus connectés à leur communauté que d'autres. Comment les campus se rapprochent des communautés? Qu'est-ce qui se met en place? Quel type de service? Quel type de connexion? Est-ce que les services pour les étudiants internationaux sont uniquement sur des campus, basés sur des campus? Ou alors est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, des services pour étudiants basés à l'extérieur du campus? Il y avait tout un débat au début autour de ça. Et c'est intéressant de voir que si on compare, ce schéma nous a beaucoup nourri pour essayer d'évaluer un peu la réalité. On avait vu donc aussi, par exemple, la réalité de l'emploi pour les étudiants, c'est une illustration. Ça bouge tout seul, je ne comprends pas. On va passer. La réalité, donc, dans un autre projet aussi que je voulais vous présenter, la réalité aussi des plus petits milieux, parce que c'est ce qui m'intéresse. C'est une étude plus récente à Rimouski, dans le centre, on va dire, au Québec, mais dans une région, parce que c'est intéressant de rester sur la question peut-être des plus petits milieux. Je voulais vous présenter cette étude-là pour vous parler surtout de cette dynamique qu'on voit dans une région du Québec quand on parle d'étudiants étrangers. Je m'étais intéressé au cas des étudiants réunionnais à Rimouski. Et ce qui était ressorti aussi, vraiment, c'est cette dynamique d'une plus petite ville avec des établissements postsecondaires et des étudiants qui arrivent de plus en plus dans cette région. Donc, le Bas-Saint-Laurent, ce n'est pas seulement les universités, c'était aussi le Cégep de Rimouski qui était très impliqué. Et une entente importante qui était l'entente Québec-France, ça c'est un atout peut-être pour le Québec, on voit peut-être moins dans d'autres provinces, mais cette entente et surtout une sous-entente là, qui est un protocole signé entre la province du Québec et l'île de la Réunion qui permet finalement au Cégep situé à l'extérieur de Montréal
d'accueillir des étudiants français et notamment des étudiants là, de l'île de la Réunion qui sont venus assez nombreux dans des cégeps comme Rimouski ou Matane. Et dans ce travail-là, qui était très qualitatif, avec ma collègue Monica Heller, Patricia Lama, Rive Frenette, on avait travaillé beaucoup ces questions de mobilité francophone dans différentes provinces du Canada. Et on s'était intéressé donc à cette réalité-là par des espèces de récits de vie très qualitatifs. Je vous donne un exemple qui illustre aussi un peu la parole des étudiants. Il ne faut pas l'oublier aussi. Qu'est-ce que les étudiants nous disent? Ben, cet étudiant-là, par exemple, nous expliquait pourquoi il avait décidé d'aller à Rimouski. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi aller à Rimouski. Parce que pourquoi aller à Rimouski? Pourquoi aussi quitter son lieu, sa société, et pourquoi être attiré donc par le Québec? Et on voit dans son discours qu'il y a des choses très intéressantes et très fortes qui ressortent, notamment quand il explique que au Québec et surtout dans l'offre qu'on lui avait faite d'aller à Rimouski, il y avait une possibilité de s'épanouir dans un programme d'études qu'il ne pouvait pas suivre en France et qu'il sentait qu'il avait plus d'opportunités à venir au Québec. Et on voit aussi dans son récit aussi l'importance que l'idée de vouloir rester quand même aussi après les études et d'espérer trouver de l'emploi en région. C'est quand même quelque chose qui ressortait beaucoup dans le travail. Donc, vous voyez, ça, c'est peut-être la deuxième illustration d'un travail sur les étudiants étrangers. Je vais terminer avec une étude qui est plus récente, mais qui, vous allez me dire, ça porte sur Montréal, mais c'est important peut-être juste de noter une chose ici, c'est l'importance donc de penser aussi la question de cette relation entre les campus et les communautés autour de la manière dont on représente le lieu, l'université, on va dire, ou l'endroit, quand on parle beaucoup de promotion, de recrutement. Donc, Montréal, c'est aussi une ville qui attire beaucoup, mais je ne vais pas m'intéresser vraiment à Montréal. Ce que je voulais vous expliquer ici, c'était vraiment, en fait, l'importance de la... Il y a une dynamique qui s'établit aussi entre un étudiant et son environnement. Donc, comment on pense cette dynamique? Ce n'est pas seulement faire venir des gens et puis espérer qu'ils se déplacent ensuite du campus à la communauté avec un bon emploi et que la rétention va se faire, mais c'est de penser en fait la dynamique qu'on avait un peu définie comme des espaces de frottement. Qu'est-ce qui se passe quand des étudiants étrangers arrivent dans une communauté, dans une localité? Qu'est-ce qui se passe à l'Université Sainte-Anne quand une trentaine de Marocains arrivent? Qu'est-ce qui se passe dans des plus petits milieux quand la diversité arrive via les universités? Donc, même à Montréal, où il y a énormément d'étudiants, il y a des dynamiques intéressantes qui se font autour des espaces urbains, autour de la mobilisation et de la responsabilité des acteurs, et autour, en fait, de la manière dont les étudiants vont s'acclimater aussi à la ville dans laquelle ils arrivent. En tout cas, je suis passé un peu vite. Combien il me reste de temps, Rim? Pardon. Je dirais 2-3 minutes. Si d'accord. Donc, même dans le contexte montréalais, ce qui était ressorti, en fait, qui était intéressant, je vais peut-être reculer si je peux. Montréal, c'est une ville qu'on veut dire, je pense aussi au plus petit milieu, là, quand je montre cette diapo-là, je me demande, c'est sûr que Montréal est une ville qui met beaucoup d'accent sur le branding de sa ville comme ville universitaire avec une machine promotionnelle intense des universités, mais aussi des acteurs urbains. Montréal veut garder ses étudiants, Montréal est un endroit merveilleux pour étudier. Donc, il y a tout un travail de branding qui se fait, qui est très important. Et je me demande comment cet aspect-là aussi est reflété peut-être dans des plus petits, dans les contextes qu'on étudie, donc dans des petites universités, comment des plus petites universités développent ce type d'aspect promotionnel, mais au point aussi, dans l'étude qu'on a faite avec Amel Gerbi, une étudiante à l'INRS,
de montrer que c'est bien beau de faire du branding, mais la réalité après, c'est aussi ce qui se passe dans le quotidien, donc dans ces espaces de frottement, comme j'ai voulu vous montrer. Et c'est sûr qu'à Montréal, on a tout un discours, une dynamique. Venir à Montréal, même, c'est parfait pour des étudiants francophones parce qu'ils vont pouvoir se retrouver dans un... On parle même de langue, de territoire bilingue. Maintenant, on dit, par exemple, que les étudiants français vont progresser rapidement à Montréal parce qu'on va apprendre l'anglais à Montréal. Alors, si même le Québec joue sur l'argument linguistique, il faut voir comment on joue ailleurs avec cet argument-là. Montréal est une ville charmante, Montréal est une ville où on se sent en sécurité, Montréal... Donc, on emploie même ce type d'argument qu'on employait beaucoup dans les plus petits milieux, peut-être même pour une métropole comme Montréal, pour essayer de jouer sur cette dynamique-là. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous nous faites beaucoup réfléchir cet après-midi. Oui, là, je remercie tous les panélistes pour leur présentation et on va bien sûr passer à la période des questions du public. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la section Q&A, vous pouvez aller lire toutes les questions qui sont posées, puis vous pouvez même apporter votre appui en mettant un petit pouce sur une question qui vous intéresse. Ça pourrait m'aider un peu dans le choix des questions. Avant de passer aux questions du public, j'aimerais voir s'il y a des panélistes qui voudraient faire un retour sur une présentation qu'ils ont entendue d'une et d'un ou d'un de leurs collègues. Donc, je vous cède la parole. Allez-y. Moi, je pourrais peut-être commencer, si vous me permettez. Merci. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit Martin quand il parlait donc des critères de IRCC quand les étudiants font des demandes de permis d'études. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de contradictions entre la démarche que doit faire un candidat qui veut venir au Canada et la démarche réelle qu'il souhaite. C'est-à-dire que la grande majorité de nos étudiants internationaux, je parle au CCNB parce que je ne connais pas les autres campus, mais les réalités des autres campus, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose, viennent au Canada étudier parce que leur souhait est de rester au Canada. Et c'est très compliqué pour quelqu'un qui a un projet de vie de venir et de s'installer au Canada, de convaincre un agent qu'il ne souhaite pas rester au Canada. Donc ça, c'est vraiment une difficulté qui s'ajoute à toutes les difficultés qu'un candidat rencontre à faire sa demande d'immigration parce que c'est une étape qui n'est pas simple. Certains immigrants l'ont vécu, donc je l'ai vécu et c'est certain que ajouter ces démarches qui sont parfois un peu subtiles, ce n'est pas évident pour un étudiant qui souhaite venir s'installer. Donc, je pense que si on pouvait faire en sorte de simplifier ou de rendre un peu plus logique ces démarches-là, on pourrait peut-être gagner un petit peu aussi d'acceptation de dossier, peut-être. Si je peux me permettre d'ajouter là-dessus, Isabelle, moi, j'y vois aussi pour nos établissements un enjeu éthique. Parce qu'on fait la promotion de la possibilité de rester au Canada à la fin des études. Donc, on met dans la tête des étudiants et des étudiantes potentielles qui pourront faire une demande de permis post-diplôme ou de transition vers la résidence permanente à la fin de leurs études. Donc, ce qu'on n'est pas capable de mesurer en ce moment, et ça, c'est une question que j'ai posée à IRCC dans le cadre des webinaires qu'on a développés avec eux, est-ce que quand moi, je fais la promotion de la possibilité de rester au Canada à la fin des études dans mon webinaire, est-ce que je contribue est-ce que je nuis au développement des dossiers par les étudiants qui, eux, gardent en tête ce message-là dans la préparation de leur dossier? Donc, est-ce que le message que je véhicule nuit à l'objectif que je me donne en faisant ces exercices-là? Donc, je trouve qu'il y a là aussi un enjeu éthique à démêler. Et ça, en tout cas, il n'est pas évident à trancher celui-là. Il va l'être si on avait des actions gouvernementales qui permettraient de faciliter ça et des directives gouvernementales, mais ça reste un enjeu important, je trouve. J'irais même plus loin. Il n'y a pas que les établissements qui font en sorte de mettre en avant le fait de pouvoir rester, c'est le gouvernement lui-même. Je veux dire, quand nos étudiants internationaux sont ici, le gouvernement vient et
présente ces programmes de résidence permanente parce que le gouvernement souhaite que nos étudiants internationaux restent en tant que travailleurs. Donc, c'est là où tout est la contradiction. Donc, c'est vrai que là, ça devient compliqué. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un retour ou poser une question à notre panéliste? Ok. Alors, on va passer à la période de questions du public. Je vais commencer par une question pour Madame Forêt. Donc, quelqu'un nous demande, est-ce le fait qu'un établissement soit bilingue ou complètement francophone a un impact sur le recrutement d'étudiants étrangers francophones? Et si oui, de quelle manière? Merci, Rim, et pour la question. Donc, oui, ça a quand même une incidence importante parce que finalement, quand on est un établissement autonome qui offre la formation en français, on choisit les pays où on va faire du recrutement à l'international et on va privilégier les pays de la francophonie. Alors, quand on est un établissement bilingue ou, je dirais, pire, quand on est une petite faculté, là, comme la cité universitaire ou le campus Saint-Jacques, on est plus petit dans un grand établissement anglophone. Donc, les priorités de recrutement vont être ailleurs que dans les pays de la francophonie, souvent. Alors, il y a soit peu ou pas de visibilité qui est offerte par l'établissement. Il y a d'autres opportunités, par exemple, là, Martin pourrait en parler. Là, je sais que la CUFC font aussi des missions à l'étranger pour le recrutement d'étudiants étrangers, mais ça limite quand même parce que là, finalement, on n'a pas l'appui de notre établissement hôte pour le recrutement. D'accord, merci. Je voudrais passer la parole à M. Shedley. Je sais qu'il lui manquait une petite conclusion à la fin. Si vous pouvez nous partager quelques réflexions. Il y a aussi des questions pour vous. Donc, je vous céderai la parole pour un peu faire un petit retour sur la dernière diapo qui manquait. Et puis, il y a quelqu'un qui vous demande comment faire connaître des villes comme Hearst ou Shippagan à l'international comme lieu potentiel d'études. Je pense que tout le monde est curieux d'entendre par rapport à votre dynamique de ville associée et dissociée avec les universités. Je crois que les plus petits milieux ont quand même à mettre en valeur des fois certains atouts. Je crois que c'est comme Martin Normand l'a aussi expliqué, il faut travailler en collaboration, en partenariat. Donc, il y a des missions, des salons, par exemple, d'universités qui se déplacent dans des différentes régions et qui peuvent mettre en valeur la possibilité peut-être d'aller faire des études dans des milieux peut-être plus petits, mais ça ne veut pas dire que ces milieux plus petits n'ont pas d'offres. Alors, qu'est-ce qu'on offre? Quelle est l'offre dans des plus petites institutions, donc on peut voir quand même certaines dynamiques qui existent quand même dans la manière dont des universités peuvent participer, comme j'ai dit, à des missions, à des campagnes de recrutement et faire connaître leur programme. Ça s'est fait dans certains programmes plus spécialisés, aussi dans certaines ça peut fonctionner, je pense. Mais en même temps, après, il faut qu'il y ait aussi une dynamique pour que ça dure. Je dis, c'est qu'il y a des fois, il y a eu beaucoup de déceptions aussi parfois dans certaines mobilités. On peut connaître la gloire pendant quelques années, puis après ça, ça redescend vite. C'est un marché très compétitif. Et alors, comment créer en fait une dynamique qui est plus durable? Je pense que c'est beaucoup maintenant autour aussi de ce maillage entre université et communauté. Oui, tout à fait. Merci. J'aurais une question pour M. Normand. Comment accroître la collaboration entre les établissements postsecondaires et les services d'établissements francophones? Comment développer davantage de collaboration entre les institutions et les organismes de la communauté? Merci, Rim, pour la question. Je vais commencer une piste de réflexion, mais j'aimerais ça entendre peut-être Isabelle aussi, là, qui pourrait le faire avec une approche plus terrain que moi. Il faut comprendre qu'il y a
peut-être ponctuellement des liens qui se créent entre les établissements et certains services dans les communautés pour appuyer les étudiants internationaux, des fois dans l'appui au logement, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès aux services de santé, par exemple. Mais il y a aussi certains services qui ne peuvent pas être dispensés aux étudiants internationaux. Parce que pour certains services offerts par les organismes communautaires, c'est réservé aux résidents permanents. Et donc, les résidents temporaires n'ont pas accès à certains services. Donc, nos étudiants internationaux sont considérés des résidents temporaires, donc n'ont pas accès à toute la panoplie de services. Donc, il y a ça un peu à démêler pour bien imaginer des nouvelles collaborations. Mais sur le plan ponctuel, ça se fait déjà là, pour répondre à des besoins très précis. Je vous dirais que l'autre possibilité où il y a de la collaboration, c'est par exemple dans certains programmes où il y a des stages. Ben là, il y a de la collaboration qui se fait naturellement pour être capable de trouver des milieux de stage aux étudiants internationaux. Donc là aussi, ça se fait déjà. Est-ce que ça peut s'améliorer? Certainement, mais il y a d'autres barrières aussi qui doivent être prises en compte. Mais peut-être qu'Isabelle va rajouter. Non, bah, tu as vraiment bien dit ça, c'est qu'il y a une barrière aussi dans leur rôle qu'ils doivent jouer, effectivement, mais il n'empêche qu'on fait la promotion de ces associations, de tout ce qui est pertinent pour nos étudiants internationaux, tout ce qui peut leur servir, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, ou la création de réseaux. On fait une promotion constante de ces institutions-là pour nos étudiants internationaux, ça c'est certain. On va rester un peu dans le terrain. Il y a une question, une réflexion très intéressante que je poserai à tout le monde. Comment préparer les étudiants internationaux à intégrer le marché du travail canadien durant leurs études? La personne suggère qu'il serait judicieux de ne pas attendre la fin de leurs études pour penser à cette question. Moi, je pourrais peut-être déjà donner une première piste, c'est qu'un étudiant international qui vient au Canada est autorisé à travailler. Il a une limite d'heures parce que, évidemment, la priorité, il doit se focaliser sur ses études, c'est certain, et on souhaite qu'il réussisse ses études, mais un permis d'études lui permet de pouvoir travailler légalement à temps partiel pendant ses études. Donc, ça lui permet d'acquérir déjà une première expérience professionnelle, une ou plusieurs. Ça lui permet aussi de pouvoir l'aider à financer ses frais de subsistance, par exemple, parce qu'il y a des coûts obligatoires que l'étudiant doit prouver pour pouvoir venir, qu'il est capable de subvenir à ses besoins, etc. Mais il n'empêche qu'on sait que la vie au Canada est chère, donc le gouvernement leur laisse cette possibilité de travailler. Donc, c'est déjà une première expérience qui leur permet de pouvoir toucher le côté professionnel. Et puis, nous, on met l'emphase vraiment sur l'employabilité tout au long de leurs études. Donc, on leur offre des ateliers, des webinaires. On fait venir des gens de Travail NB, par exemple, pour les informer sur toute justement la pratique du monde du travail dans ce nouveau pays qui est le leur maintenant. J'aimerais ajouter aussi que c'est sûr que c'est vrai, ça a été, c'est une réalité quand même qui remonte à quelques années, donc l'extension de la possibilité de travailler. Comme je disais avant, on pouvait voir des étudiants étrangers peut-être être limités à travailler même sur un campus seulement, et puis ça s'est ouvert. Maintenant, on peut partir même dans d'autres provinces l'été, travailler, se déplacer, donc c'est libéral, hein, ça s'est ouvert. Maintenant, ce qui est intéressant quand même, on a vu la réalité parfois, c'est que les étudiants travaillent dans des niches d'emploi assez… moi, je l'ai remarqué fortement à Moncton, dans la culture et l'industrie des centres d'appel, la réalité des centres d'appel, c'est quelque chose qui ressort dans plusieurs terrains. Même à Rimouski, il y a un employeur très important qui embauche surtout des étudiants étrangers. Donc, le risque, c'est d'être après limité un peu à ce monde-là. Donc, l'importance aussi pour les étudiants d'avoir vraiment d'être en mesure de participer activement à la vie économique de leur milieu. Et puis ça, c'est par des liens avec les employeurs, avec donc la diversification aussi. Parce qu'au bout de la ligne, c'est ça, c'est d'avoir un diplôme et d'être capable de trouver un travail dans son domaine. Je crois que c'est le parcours le plus désiré. Mais c'est sûr que l'expérience de travail durant les études, ça donne quand même cette expérience canadienne qui est nécessaire aussi.
Effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait renchérir? Je peux peut-être ajouter un élément, mais je vais peut-être répéter un peu, mais effectivement, c'est que ce qu'on sait, d'une part, on ne sait pas tant de choses que ça par rapport à l'insertion économique de la population étudiante étrangère. Entre autres, nous, Guillaume Deschênes et moi, puis d'autres personnes, on va commencer une étude sur cet enjeu-là parce qu'on n'a pas de connaissances très, très précises. Mais ce que vient de nommer Shedley, effectivement, il y avait déjà une étude en Atlantique, je pense à laquelle tu as participé, Shedley, qui montrait qu'il y avait des enjeux pour trouver un emploi de qualité. Alors, souvent, on va dire, c'est mieux que les personnes, nos futurs immigrants passent par nos programmes de formation postsecondaire parce qu'ils vont trouver un emploi dans leur domaine. Mais ce n'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné quand on regarde ce qui se passe parce que c'est quand même plus difficile. Ça demande toutes sortes de compétences douces, transversales, tout ça, pour trouver un emploi dans notre domaine. Et fait que cet accompagnement-là est à bâtir. Là. Puis, les obstacles dont on a parlé tantôt, là, le manque d'accès à des services d'emploi spécialisés qu'on offre aux résidents permanents, là, qui sont financés par le ministère fédéral de l'Immigration, mais ils ne sont pas accessibles aux étudiants internationaux. Fait que c'est vrai que si on n'a pas un établissement super mobilisé, super engagé comme le CCNB, bien, ça fait qu'après ça, ça peut amener à des parcours qui ne mènent pas à des emplois qui sont aussi satisfaisants et donc la rétention est loin d'être acquise. En parlant d'établissements mobilisés et engagés, j'aurais une question pour Isabelle de la part de Rifa Alberta. Est-ce que vous baptisez des collaborations avec les intervenants communautaires dans toute cette gamme des services que vous offrez aux étudiants internationaux? Et si oui, dans quelle proportion? Ouvrir mon micro, ça sera plus facile. Oui, ben justement, c'est ce que il y a une partie de la réponse là avec mon intervention juste avant, c'est que oui, on fait de la promotion évidemment avec tous ces organismes-là, qui sont des organismes qui pourraient offrir donc des services à nos étudiants internationaux dans la limite de leur capacité à eux aussi. On fait beaucoup de publicité aussi et on conseille nos étudiants de se rapporter vers ces organismes-là, que ce soit pas forcément en cas de besoin, mais ne serait-ce que pour pouvoir profiter de tous les services qu'ils peuvent offrir, comme par exemple des ateliers, des cercles de conversation, de rencontres avec la population, etc. Donc, on travaille, oui, toujours et on fait en sorte de garder nos partenariats le mieux possible et le plus longtemps possible parce que ce sont des services qui sont pertinents pour nos étudiants. Exactement. Merci la beaucoup. Proportion, par contre, je ne peux pas vous la donner. Je ne suis pas capable de vous dire dans quelle proportion, mais on travaille avec eux constamment. Merci et merci à tous les commentaires positifs dans le chat. J'aurais une question que je pense qui est en lien avec les chiffres présentés par M. Normand. C'est une question de Catherine Dandonneau. Est-ce qu'il y a déjà eu une étude pour voir le taux d'employabilité diplômé versus travail dans leur domaine d'études et la mobilité entre provinces? Où vont les diplômés si 55% restent ou ont l'intention de rester dans la province d'études et quelles sont, selon vous, les raisons de leur mobilité? Donc, j'adresserai cette question à M. Normand, mais tout le monde pourrait interagir par la suite. Merci, Rim. Merci, Catherine, pour la question que j'avais vue passer dans le chat, puis je suis allé chercher la réponse dans notre rapport. Je pourrais peut-être déposer le lien vers le rapport, d'ailleurs, dans le chat tantôt. Je n'ai pas la réponse exactement sur l'étude sur l'employabilité, le taux d'employabilité versus le domaine d'études. Ça, je ne l'ai pas précisément. Mais pour ce qui est d'où vont les étudiants, s'il n'y en a que 55 qui restent dans leur région immédiate, il y a un 15% qui reste dans sa province, mais qui change de région. Et il y a un 30% qui change de province. Donc, notre portrait global, c'est plus de la moitié qui reste dans sa région, 15 qui restent dans la province, 30 qui changent de province. Et il y a 3 grandes raisons qui sont identifiées pour expliquer la mobilité. D'abord, région urbaine, région rurale. Les étudiants qui ont étudié en région urbaine ont plus tendance à rester dans la région où ils ont étudié que ceux en région rurale, en raison de différentes occasions qui peuvent se présenter à eux. Il y a la question du coût de la vie.
évidemment, aussi, qui peut être pris en compte. Donc, une fois que les études sont terminées, on peut décider d'aller ailleurs pour poursuivre sa carrière où les frais de subsistance seraient moins élevés. Et la capacité de trouver un emploi en français. Et ça me permet d'ouvrir la porte sur la formation en anglais que j'avais identifié comme un enjeu un peu plus tôt. Des étudiants internationaux arrivent au Canada, viennent étudier en français au Canada, ils ne maîtrisent pas toujours l'anglais. Alors que dans nos communautés, s'ils veulent trouver un placement en emploi, des fois des stages, c'est nécessaire d'avoir à tout le moins une base d'anglais pour pouvoir fonctionner dans ces placements-là. Et ça devient un enjeu. De plus en plus d'établissements offrent des formations complémentaires en anglais langue seconde, là, si on veut, pour que les étudiants internationaux acquérissent un niveau suffisant d'anglais pour travailler ou se placer dans des stages. Mais ce n'est pas tout le monde qui sort avec un diplôme et une maîtrise de l'anglais. Donc, ça peut être nécessaire à ce moment-là pour un étudiant de se déplacer dans une autre région où il y aurait pour lui un emploi où il pourrait continuer à travailler en français. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait renchérir? Sinon, j'aurais une question pour M. Belkhouja. Donc, par rapport à votre réflexion, est-ce que cette déconnexion que vous avez présentée entre les campus et les communautés est-elle influencée par le caractère rural et urbain de la communauté? Et si oui, de quelle manière? Ça, c'est une bonne question parce que je pense, étrangement, j'aurais pensé qu'une université, je pense qu'il y a des travaux très intéressants là-dessus, mais sur la manière dont le campus universitaire est situé. Où est située l'université? Est-ce qu'elle est située dans le centre-ville d'une agglomération ou à la périphérie? Je pense que ça peut jouer, hein, mais moi, j'ai même fait un terrain à Concordia, ici à Montréal, avec des entretiens avec la haute administration. Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'est qu'il y avait vraiment comme une déconnexion entre ce que les administrateurs pensaient en termes de dynamique d'étudiants internationaux et la relation avec l'environnement, ce qui se passait autour. Il y avait très peu d'intérêt, je dirais même. Ce qui préoccupait les administrateurs, finalement, c'est que les étudiants fassent leurs études et graduent, et puis après, ce n'était pas vraiment important. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, peut-être plus d'étudiants. Donc, cette dynamique entre connexion, donc là, je sentais qu'il y avait comme peu d'intérêt à se poser des questions sur est-ce que l'université doit se préoccuper, par exemple, des enjeux de logement des étudiants autour d'un campus, dans la communauté. Qu'est-ce qu'elle entend? Est-ce qu'il y a une discussion avec les acteurs qui sont dans la communauté? Je pense que dans d'autres cas que moi j'ai étudiés, on a pu voir petit à petit les universités être un peu plus préoccupées par la dynamique qui pouvait exister avec les étudiants étrangers dans certaines localités. À Moncton, beaucoup d'étudiants africains, et à un moment donné, il y avait des questionnements sur l'intégration des étudiants dans la communauté. Est-ce que la communauté acceptait ces étudiants-là? Par exemple, on n'a pas parlé d'enjeux de discrimination ou de racisme. Comment se fait cette discussion-là? Est-ce qu'on évite de la faire ou est-ce qu'on engage une discussion s'il y a des enjeux de racisme à l'endroit d'étudiants qui sortent en ville? Donc, toute cette socialisation aussi, c'est important quand même de ne pas l'oublier pour qu'il y ait vraiment pour que ça soit vraiment réussi, à mon avis, il faut aussi engager des discussions là-dessus. Alors là, je pense que ça engage plus que seulement des services d'accueil et d'établissement, ou ça engage une panoplie d'acteurs. Oui, effectivement, là, on parle beaucoup de bonnes pratiques. Bien sûr, lorsqu'il y a bonnes pratiques, on parle aussi de financement. Là, je vais prendre la liberté de jumeler deux questions que je voudrais vous entendre par rapport à cela. Il y a un peu l'aspect financement, ensuite l'aspect intégration, etc. Donc, quelqu'un nous demande, est-ce que les provinces pourraient en faire davantage pour financer les services d'établissement pour les étudiants internationaux si l'IRCST ne le fait pas?
Donc ça, c'est la première, je vais vous entendre par rapport à ça. Et ensuite, une piste d'ouverture. Comment bien préparer les petites communautés à l'accueil des étudiants internationaux, entre autres auprès des propriétaires, logements, employeurs, etc., etc. Il faudrait se lancer. Peut-être pour la première, je pensais qu'il y avait quand même, et je sais pas, bon, ça remonte à loin, mais c'est-à-dire dans le type de financement, des fois, il peut y avoir des arrangements peut-être pour essayer bon, on a dit que souvent, on percevait les étudiants étrangers comme des migrants temporaires, donc qui n'ont pas droit à des services financés par IRCC, mais je crois qu'en contrepartie, parfois, les provinces ont des fois pu financer certaines choses. Donc, il y a des manières de faire. Je sais qu'au Nouveau-Brunswick, il y avait dans certains cas, bon, pour être en mesure qu'une structure d'accueil et d'établissement située à l'extérieur du campus puisse rencontrer des étudiants, créer des connexions avec les étudiants. Il y avait un financement qui se faisait d'une autre manière. Donc, je crois qu'il faut être inventif un peu là-dessus, mais je ne suis pas du tout un expert sur cette question-là. Donc, effectivement, Shedley, c'est ça, hein, c'est que des fois, ça se passe parce qu'il y a des provinces qui autorisent, qui prévoient finalement offrir des services aux résidents temporaires. L'enjeu pour les communautés francophones, par contre, de miser seulement sur ça, c'est qu'il y a des provinces qui ne vont pas vouloir financer de services en français. Parce que dans plusieurs provinces, les seuls services d'établissement pour les personnes immigrantes qui sont offerts en français, ils proviennent du ministère IRCC. Alors, je pense qu'on gagne plus à essayer de convaincre l'IRCC d'élargir son offre de services aux résidents temporaires. J'ai l'impression que ça s'en vient, mais parce que sinon, c'est ça l'enjeu de miser sur les provinces d'inégalité inégales. Ouais. Mais dans le cas du CCNB, on peut le voir aussi que parfois un établissement peut lui-même décider d'investir beaucoup de ressources pour que les étudiants internationaux soient vraiment bien accompagnés. Mais ce n'est pas possible. Je ne pense pas que tous les environnements universitaires et collégiaux permettent de faire ça, notamment l'autonomie du CCNB, le fait que ce soit un établissement complètement de langue française, ça facilite cette possibilité d'avoir une gamme élargie de services, puis aussi cette possibilité de lien avec la communauté qui est plus, qui est plus erratique là, quand on est dans un environnement. Il y a 3 types de gouvernance là, qu'on avait, nous, repérés dans les établissements postsecondaires de la francophonie, mais quand c'est un bilinguisme horizontal, un peu comme l'Université d'Ottawa, où tout devrait se passer en français ou en anglais tout le temps, mais le lien avec la communauté francophone il est moins visible, donc plus difficile là, notamment d'aller voir où sont les services, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose par rapport à ces 2 questions? D'accord, on va passer à une prochaine. Donc, quelqu'un nous demande comment peut-on accroître la visibilité des établissements francophones de l'extérieur du Québec à l'international? Donc là, on va aller chercher un peu à l'extérieur, s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole par rapport à ça. Je peux peut-être commencer parce que c'est un peu c'est une partie de mon mandat à la CEFC. D'assurer la visibilité à l'international. Shedley a fait référence à toutes sortes de salons étudiants qui se déroulent un peu partout à travers le monde, dans des grandes régions du monde. Plusieurs de nos établissements sont en mesure de financer le déplacement de certaines de leurs équipes pour participer à ces grands salons-là, mais ça coûte très cher. Ces grands salons-là internationaux, ça coûte très cher. Donc ça peut être un obstacle. Je vous dirais que un des avantages, des bénéfices qu'on peut retirer des 2 dernières années, c'est les salons en ligne qui se sont multipliés, les salons de promotion en ligne, autant pour les étudiants que des salons sectoriels. On a participé, nous, il y a d'autres organismes, je suis sûr qu'il y a des gens branchés aujourd'hui qui y étaient aussi il y a quelques semaines au salon Destination Éducation organisé par l'Ambassade du Canada à Paris. Donc, c'est un salon sectoriel pour les métiers dans le domaine de l'éducation et de la petite enfance.
Et donc, il y avait évidemment beaucoup d'employeurs, mais nous, on y était avec certains de nos établissements pour faire la promotion, soit des formations d'appoint ou des programmes que nos établissements offrent. Donc, ça, la voie des salons en ligne, ça se multiplie. Mais ce que j'entends de nos établissements, c'est que peut-être ça se multiplie trop et que ce ne sont pas tous les salons qui se valent. Donc là, il va falloir aussi faire un peu de débroussaillage à travers tout ça, parce que ça vaut la peine d'investir dans des grands salons virtuels qui ne permettent pas de rejoindre le public qu'on souhaite. Donc ça, il y a ce morceau-là. Et je vous dirais que l'autre morceau sur lequel moi je travaille, c'est la promotion auprès des institutions fédérales. Parce que on a parlé d'IRCC, il y a Affaires mondiales aussi qui joue un rôle dans la promotion des établissements à l'étranger. Et du Canada, c'est une marque d'Affaires mondiales Canada. Et donc, cette marque-là est utilisée pour faire la promotion des études au Canada partout à travers le pays. Et donc, il y a un travail à faire pour que ceux qui sont sur le terrain, dans les ambassades, dans les bureaux d'IRCC ou d'Affaires mondiales, dans les ambassades, soient outillés pour aussi faire connaître nos établissements. C'est pour ça que quand je fais un webinaire au Maghreb, oui, je fais de la promotion auprès d'une clientèle potentielle, mais je fais aussi de la promotion auprès des employés de ce bureau-là qui apprennent c'est quoi la CEFC, qui apprennent c'est quoi notre réseau d'établissement et qui ont un point de contact s'ils ont des questions sur notre réseau d'établissement. Donc, c'est utile pour ça aussi. Le Bureau de l'éducation internationale a aussi créé une série de capsules sur le secteur de l'éducation pour les délégués commerciaux à l'étranger. Et là, quand je vous dis qu'on développe des liens plus réguliers avec certaines de ces équipes-là, ben, ça a été vrai avec l'équipe du Bureau de l'éducation internationale, ce qui a fait en sorte qu'on a été invité à créer une capsule pour les délégués commerciaux à l'étranger. Donc maintenant, il y a une capsule, là, il y a moi qui circule à travers les bureaux du Canada à l'étranger qui explique c'est quoi la CEFC, c'est quoi nos établissements, c'est quoi nos défis, la clientèle qu'on cherche, puis comment on peut collaborer avec les délégués commerciaux à l'étranger. Donc oui, il y a cette promotion-là plus classique à travers des campagnes de promotion, des salons, des campagnes de publicité, mais aussi la promotion auprès de ceux qui font aussi la promotion de l'éducation à l'international. Et là, il y a encore du travail qu'on peut faire pour améliorer ce morceau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? Sinon, j'aurais une question par rapport à l'employabilité et à l'intégration. Donc, je vais regrouper deux questions en une. Il y a une question de Madame Elham Sehadgol. Vu l'invisibilité de l'offre des services en tant qu'un obstacle, comment vous mettez les étudiants au courant de l'offre de ces services et à quel point de leur cycle? Et je rajoute à cela l'intervention. Quelqu'un a dit de très belles initiatives, Madame Aubertin Ribera. Avez-vous également des partenariats avec des employeurs pour favoriser l'intégration économique dès l'obtention du diplôme? Donc, parlons un peu de ce domaine-là. Alors, je pourrais peut-être commencer avec la première question. Je vais commencer avec la deuxième question. Moi, personnellement, mon service, je ne travaille pas directement avec l'employabilité et avec des partenariats avec des employeurs, mais je sais que nos enseignants et nos directeurs d'école font beaucoup de recherches et entretiennent beaucoup de partenariats avec les employeurs, tout simplement parce que on va dire 95% de nos programmes exigent un stage en entreprise. Donc, cette obligation fait en sorte qu'on doit justement travailler avec nos employeurs de la région. Ça permet à nos étudiants déjà de se faire connaître auprès de nos employeurs et ça permet aux employeurs de connaître les capacités et les potentiels de nos étudiants puisque nous, CCNB, on forme principalement pour que l'étudiant soit opérationnel dès qu'il rentre dans le marché du travail. Donc, le fait qu'ils aient ces stages obligatoires leur permet de pouvoir se faire connaître, de pouvoir même commencer leur réseau et ça permet d'entretenir des partenariats avec les employeurs, effectivement. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait enchérir par rapport aux deux questions, à l'intégration économique après obtention du diplôme peut-être? D'accord.
Je voulais juste, parce que j'ai oublié de répondre à la première question, la visibilité des offres de services. Donc, nous, comme expliqué dans notre présentation, nous, on commence à communiquer avec nos étudiants dès qu'ils ont une admission. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être même pas encore commencé leur démarche d'immigration, que déjà, on se présente, nous, agents d'accueil, agents de soutien à l'accueil et à l'intégration, pour leur faire connaître justement tous nos services. Donc, on a cette première visibilité, on devient leur interlocuteur principal et ça nous permet à ce moment-là de pouvoir les diriger vers les services auxquels ils pourraient avoir besoin avant, puis une fois qu'ils sont arrivés, tout au long de leur parcours justement. Donc, et avant même leur arrivée, on offre des webinaires. Notre service offre des webinaires à tous nos prématriculés qui ont l'intention de venir. Et on commence déjà à parler de tous nos services, comme par exemple l'Accueil Plus dont j'ai parlé avant pour l'arrivée au Canada, sur le territoire canadien. Donc, on essaye justement d'avoir cette visibilité pour mettre en avant tous les services auxquels ils ont droit, parce que, comme on en a parlé à un moment donné, c'est que parfois, si on ne leur donne pas l'information, ils ne vont pas forcément la chercher ou ils ne savent pas où la trouver. Et le fait de leur dire, au moins ils sont au courant de ça, puis après, libre à eux d'utiliser ou pas les services. Mais on fait la promotion effectivement dès le début. Ouais. Merci beaucoup. J'aurais une question à M. Normand. Quels sont les principaux défis que rencontrent les établissements dans la promotion et le recrutement? Donc, parlons un peu des obstacles. Sûrement qu'il y en a d'autres qui pourront ajouter, là, mais un des obstacles, c'est le taux de refus. Je l'explique parce que moi, j'ai des témoignages d'établissements qui ont pris la décision d'arrêter de faire de la promotion dans certains pays, sachant que les taux de refus sont presque à 100% des demandes de permis d'études. Donc ça, cette barrière systémique-là vient limiter la capacité d'action des établissements. Donc, quand des établissements décident sciemment de ne plus faire de promotion dans certains pays, ils se privent d'importants bassins. Et par la force des choses, c'est surtout des bassins francophones, parce que c'est principalement les demandes de permis d'études provenant de pays africains qui sont affectés par ces taux élevés de refus des permis d'études. Donc ça, c'est un obstacle, c'est un défi que les établissements rencontrent. L'autre défi, il y a aussi un défi réputationnel, ou des conséquences réputationnelles à tout cet enjeu-là. C'est-à-dire que le mot se passe dans les bassins de recrutement que c'est très difficile d'obtenir un permis d'études pour venir au Canada et étudier dans les établissements de la francophonie canadienne. On parle beaucoup des réseaux informels. J'en ai parlé un peu, c'est présent dans notre étude, des réseaux informels au Canada, mais il y a aussi des réseaux informels Canada avec les pays d'origine ou même à l'intérieur des pays d'origine. Et le mot se passe que ça peut être difficile d'obtenir les permis d'études. Donc, tout ce poids-là qui pose sur tout le système limite la capacité d'agir des établissements. Et évidemment, il y a aussi ça demande beaucoup de ressources, faire du recrutement à l'étranger. Nos établissements sont plus petits, ont des ressources plus limitées, ne sont pas capables de faire des économies d'échelle comme les grands établissements anglophones qui peuvent avoir des équipes très, très nombreuses et qui sont présents à plusieurs salons en même temps. Écoutez, nous, on peut ouvrir la possibilité de participer à des salons et même pour ça, même si la participation est gratuite, on a des établissements qui n'ont pas les ressources pour envoyer du personnel dans les kiosques, tout simplement parce qu'ils sont trop occupés. Il y a une grosse différence entre un grand établissement qui peut faire plusieurs activités en même temps et un autre où il y a un agent pour faire le suivi des dossiers avec les étudiants à l'international, les activités de promotion et de marketing, les relations avec les communautés. Donc, il y a des capacités limitées au sein de nos établissements qui sont un obstacle très important au recrutement et à la promotion à l'international. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? Aussi, c'est sur des marchés, quand on voit la différence avec des grandes institutions anglophones, ou je veux dire, les marchés sont très différents quand on va en Inde ou en Chine, ou c'est des marchés extrêmement gigantesques.
avec, donc, et on voit le pourcentage, quand on voit l'assiette totale des étudiants internationaux au Canada, on voit les principaux pays. Je veux dire, on voit que dans ces pays-là, il y a beaucoup d'efforts mis par des institutions. Et puis quand on voit les demandes de visa rejetées, oui, c'est très terriblement frustrant. Quand je regarde les chiffres, là, quand on voit qu'on peut rejeter près de 90% des demandes faites par des étudiants du Nigeria, mais qu'on rejette seulement 3% des demandes faites par des étudiants du Japon. C'est sorti ce matin dans les médias. Bon, ce pas des pays francophones, mais le Nigeria, c'est quand même une des puissances africaines avec des jeunes formés, éduqués. Il y a c'est un système éducatif quand même solide, même dans un pays fragilisé. Donc, beaucoup de gens veulent peut-être partir et ça a une incidence énorme, cette réalité-là, sur le parcours d'individus et sur les familles aussi dans ces pays-là. En Afrique, on voit, c'est très frustrant pour beaucoup de personnes. Et on se demande, dans tout le discours qu'on entend sur ce besoin et ce désir de l'étudiant immigrant désiré, présenté comme le plus intégrable, et puis en même temps, tous les obstacles qu'il y a encore dans le système, peut être très frustrant pour des gens qui travaillent sur le terrain. Et j'ajouterais, c'est pas gratuit faire une demande de permis d'études et une démarche pour venir étudier au Canada non plus, là. Ça peut être très taxant sur des familles qui souhaitent voir un candidat potentiel partir étudier au Canada et qui mettent l'effort, l'énergie, l'argent pour payer la demande de permis d'études, qui peuvent aussi devoir aussi encourir d'autres frais pour les tests de langue, pour les tests biométriques. En tout cas, il y a beaucoup de dépenses. Et quand, au final, l'étudiant est refusé, ben, c'est pas clair que même s'il reçoit les motifs de refus, qu'il va vouloir se réinvestir à déposer une demande l'année suivante, parce qu'il peut y avoir investi beaucoup de ressources qui ne seront pas là pour l'année d'ensuite. En parlant de démarche d'immigration, j'aurais une question rapidement avant une dernière pour Madame Isabelle. Comment fonctionne ce service de conseillère en immigration? Si vous pouvez informer les gens qui nous regardent. Nous avons donc 2 conseillers réglementés en immigration qui fonctionnent donc sur les 5 campus. Et quand nos étudiants ont besoin de conseils, donc il leur suffit soit de passer par nous, agents, parce qu'on est en contact privilégié avec nos conseillers réglementés, soit ils peuvent eux-mêmes communiquer directement avec eux. Ils ont une adresse courriel de disponible, ils fournissent leur information et les conseillers leur répondent en général très rapidement. Mais notre service, nous, on a le mandat aussi d'aider nos étudiants, donc on ne les conseille pas, mais on les soutient dans toutes leurs démarches, etc. Puis quand on a besoin de renseignements officiels, beaucoup plus officiels, là, à ce moment-là, on peut passer par nos conseillers réglementés en immigration. D'accord, merci. Il nous reste assez de temps pour une dernière question que je vais adresser à tout le monde. C'est de la part de Monsieur Jean Viel. Quel est votre point de vue sur la transition facilitée par l'IRCC il y a quelques mois du statut temporaire au statut permanent sans plafond pour les francophones? Est-ce que c'est porteur? S'il y a quelqu'un Je vais me permettre une réponse cynique. Ce sera porteur quand les demandes seront traitées. Parce qu'on se retrouve avec un bassin important de demandes qui n'ont pas été traitées malgré tout. Donc, même s'il n'y a pas de plafond, tant mieux si on peut avoir un bassin de candidats et de dossiers à évaluer. Mais il faut que ces dossiers-là soient évalués pour que ça se concrétise. Moi, j'aimerais voir, je suis sûrement que ces données-là existent, pour voir combien dans ce bassin francophone-là sont issus de nos établissements, donc des étudiants internationaux qui ont voulu faire cette transition-là. Je n'ai pas le chiffre sous la main, mais sûrement qu'on pourrait le trouver et voir dans quelle mesure nos étudiants en ont profité. Mais c'est ça. Croisons-nous les doigts que ces demandes-là soient traitées. Oui.
c'est vrai qu'il faudrait voir les chiffres si effectivement ils en profitent ou pas, là. Cela dit, c'est ça, c'est comme tout un environnement qu'on a besoin de mettre en place, puis cette mesure-là fait partie de l'environnement à améliorer. Mais puis ce que vient de nommer Martin aussi, c'est important. Puis c'est ça, il y a l'accès aux services d'établissement. Tantôt, on a parlé de logement, tout ça, qui va les appuyer pour tous ces éléments-là. Parce qu'on n'a pas des CCNB partout, puis on n'a pas les moyens de mettre en place des structures au CCNB, on a mis en place. On a tout cet environnement-là d'accueil à mettre en place pour que ça se passe bien. Là. Puis on a souligné tantôt aussi la question de la langue, mais c'est quelque chose de très important parce que former, par exemple, une personne qui a grandi, là, un franco-ontarien qui est né en Ontario, à la fin de son programme universitaire, il va savoir parler anglais, là. Mais ce n'est pas le cas de notre population étudiante internationale. Fait que les formations linguistiques, l'accès à ces formations linguistiques depuis les universités puis les collèges n'est pas adapté tout à fait. Puis on les prépare des fois un peu trop à dernière minute parce qu'on n'a pas réalisé que ça allait bloquer de manière très, très forte en stage. Encore plus quand c'est des professions réglementées où là, il y a en plus toutes sortes d'évaluations, d'examens officiels à faire. Là. Fait qu'il y a vraiment, c'est tout un écosystème, puis cette mesure-là fait partie de l'écosystème, mais il y a beaucoup d'autres choses à améliorer. Effectivement. Donc, merci tout le monde. C'est hélas la fin de la période des questions, mais ce n'est pas la fin de la période des échanges. Bien sûr, on se retrouve ici pour échanger, pour updater nos données par rapport à ce qui se passe, pour solliciter l'aide un peu. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges par rapport à cela, donc on peut continuer à se parler hors de ce panel, mais je voudrais remercier tous les participants qui ont été là avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier chaleureusement nos panélistes. Imaginez quand vous applaudit tout le monde, toute la salle vous applaudit. Donc, je rappelle à toutes nos participantes et tous nos participants d'aller remplir le questionnaire en ligne. On vous a partagé le lien, sinon vous allez le recevoir par courriel. Et puis demain, on va continuer notre semaine avec le panel plein feu sur les services pré-départ. Donc, merci à tout le monde pour votre présence. Au plaisir d'échanger avec vous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.